Bonjour. Vous m'entendez là, j'espère? Bonjour à tous. Et donc, je voulais vous remercier de vous être connectés à cette conférence sur le sujet de la PAC. Donc, remercier toutes les équipes de la FDSEA qui se sont efforcées de trouver des moyens techniques malgré ce confinement pour qu'on puisse échanger sur le dossier et sur les dossiers de la PAC. Et puis, même si on a le droit de dépasser jusqu'au mois de juin pour faire nos dossiers. Il faut quand même être dans les temps et puis répondre aux questions de tout le monde. Donc voilà, j'espère qu'on sera assez nombreux et puis que s'il faut recommencer, on recommencera pour les autres. Donc merci à toutes les équipes de la FDSEA et puis merci à nos intervenants et collègues, on va dire, sur le sujet de la PAC, de tous les agents de la DDT qui peuvent nous aider dans cette période. Voilà, donc j'espère que vous avez tous réussi à passer au travers de ce fameux virus et qu'on va arriver à faire nos dossiers PAC dans des bonnes conditions. Voilà, donc bon courage et puis bonne conférence. Merci. Alors, donc là, c'est Claudia. On va passer, bonjour à tous déjà, on va passer le diaporama des réunions PAC qui étaient prévues de se dérouler sur le département entre la Chambre d'agriculture et la DDT. Et donc, c'est la DDT qui intervient sur le sujet. Donc, je vais partager ce diaporama et normalement, voilà, il va s'afficher à l'écran, ce qui va vous permettre de suivre. Et donc, Monsieur Collin, je vous laisse la parole. Ok. Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, comme l'a dit Claudia, c'était le PowerPoint qu'on avait prévu pour les réunions PAC, donc de fin mars. Bon, vous verrez, il est relativement complet. Donc, en fait, pour la conférence d'aujourd'hui, on a extrait qu'un certain nombre de diapositives. Donc, il y en a certaines sur lesquelles on ne s'apesantira pas. Après, ce que je voulais vous dire également, c'est qu'il y a certaines diapositives qui datent un peu, parce que c'était la situation fin mars. Donc, certaines dates, je vous dirai à l'oral qu'elles ne sont plus tout à fait vraies. On va peut-être passer à la suite. C'est le calendrier. Suivante. En fait, on va commencer par le calendrier des paiements PAC 2020, qui était juste avant. Juste après. La suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, calendrier des paiements PAC 2020. Il est prévu le versement d'un acompte au 16 octobre. Donc là, on avait indiqué 50%. D'après ce que j'ai entendu dire, l'acompte serait plutôt de l'ordre de 70%. Donc, acompte sur les aides découplées, les aides bovines, les aides ovines, les aides caprines et l'ICHN. Le paiement du solde de ces aides intervenant au mois de décembre, comme cette année, sauf pour les aides bovines, pour lesquelles ce sera en janvier. S'agissant des aides couplées végétales et de l'assurance récolte, le versement est prévu en février-mars et les aides bio MAEC également au mois de mars. Bon, là, c'était un exemple de relevé de situation, mais je pense que vous connaissez. Qu'on trouve sur Télépac. Voilà, c'était juste pour vous dire qu'ils sont, depuis 2 ans, ils sont davantage détaillés qu'auparavant. Maintenant, on va passer aux accidents de culture, c'est juste après. Voilà. Accident de culture 2020. Donc, ça concerne un accident de culture, un événement qui sera survenu après le 15 juin 2020. C'était le 15 mai, mais comme c'est repoussé au 15 juin, donc ça concerne les événements survenus après le 15 juin. Si vous n'avez pas semé une parcelle avant le 15 juin, on ne considère pas ça comme un accident de culture. Si vous ne pouvez pas la réensemencer, à ce moment-là, il faut la déclarer en SNE, surface temporairement non exploitée sur laquelle il n'y a pas d'aide. Ou alors, si vous la réensemencez, évidemment, vous déclarez la culture que vous réalisez. Ça, c'est dans le cas d'une destruction totale de la parcelle. Si maintenant, il s'agit simplement d'une destruction partielle, c'est-à-dire que vous avez des trous épars sur la parcelle, là, on vous demande de déclarer la culture en place à condition que cette zone endommagée ou cette zone en sol nu ne couvre pas une surface de plus de 10 arts d'un seul tenant.
Donc, si c'est inférieur à 10 arts d'un seul tenant, c'est des trous épars, vous pouvez déclarer la culture normalement. Vous ne décomptez pas les surfaces endommagées. Par contre, s'il y a des trous qui sont de surface assez importante, de plus de 10 arts d'un seul tenant, à ce moment-là, il faut délimiter la zone endommagée et la déclarer en SNE, surface temporairement non exploitée. Donc, ce sera le cas de la majorité des parcelles. Maintenant, après le 15 juin, c'est-à-dire après la date limite de dépôt des dossiers, là, on va rentrer dans le régime des accidents de culture. Donc, s'il y a un accident de culture qui survient après le 15 juin, soit vous pouvez réimplanter une nouvelle culture. À ce moment-là, il vous suffira de modifier la déclaration, votre déclaration PAC avec le nouveau code culture en nous renvoyant le formulaire spécifique, formulaire modification papier. Et si vous n'êtes pas en mesure d'implanter une nouvelle culture, à ce moment-là, signalez un accident de culture par le biais de ce même formulaire, mais en indiquant simplement accident de culture. Dans ce cas-là, l'admissibilité de la parcelle est conservée, c'est-à-dire que vous touchez toujours les aides découplées de façon normale, mais par contre, la parcelle ne pourra pas prétendre aux aides couplées ni au caractère SIE. Par exemple, si c'était des protéagineux et que les protéagineux sont détruits, vous ne toucherez pas l'aide protéagineux, mais vous toucherez le DPB sur cette parcelle. Voilà là-dessus. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. On fera un point de toute façon après, quand on aura fini chaque séquence. On va passer à la partie paiement vert. Voilà. Donc, le paiement vert, c'est une part de l'aide découplée. Je vous rappelle qu'il y a 4 aides découplées. Le paiement de base, le paiement vert, le paiement redistributif et le paiement JA pour les jeunes agriculteurs. Donc, le paiement vert, ça représente en fait 70% de la valeur des DPB. Et pour percevoir le paiement vert à 100%, il y a 3 exigences à respecter. La première, c'est la diversification des assolements. La deuxième, la présence de SIE, surface d'intérêt écologique. Et la dernière, le maintien des prairies permanentes. Il y a une exception, sont les surfaces qui sont engagées en agriculture biologique. Les gens qui ont toute leur exploitation engagée en agriculture bio sont supposés respecter le paiement vert par défaut. Donc, dans ce cas-là, vous n'êtes pas tenu d'avoir le pourcentage de SIE, etc. Vous êtes supposé respecter le paiement vert et vous touchez à 100% sans contrainte particulière. Suivante. Donc, le premier critère, c'est la diversification des assolements. Bon, généralement, il n'y a pas trop de difficultés là-dessus. Il y a des exploitations qui sont exemptées du respect de ce critère. Ce sont les exploitations qui sont majoritairement en herbe, pour lesquelles la surface en prairie permanente, prairie rotation longue et prairie temporaire représente plus de 75% de la SAU, ou pour lesquelles la surface en prairie temporaire, gel et légumineuse représente plus de 75% de la surface en terre arable. Donc, dans ce cas-là, ces exploitations sont exemptées du respect de ce critère. Idem pour les petites exploitations de moins de 10 hectares de terre arable. Par contre, si vous avez entre 10 et 30 hectares de terre arable, là, le critère, c'est d'avoir au moins 2 cultures différentes sur l'exploitation et que la culture principale représente moins de 75% de la surface en terre arable. Pour les exploitations de plus de 30 hectares, là, il faut avoir au moins 3 cultures différentes et la première doit représenter moins de 75% de la surface en terre arable et les 2 premières, moins de 95%. C'est-à-dire que la 3e culture doit faire au moins 5%. Sachant que ce qu'on appelle culture, ça peut être, c'est assez vaste. La jachère, par exemple, c'est considéré comme une culture. Le colza d'hiver, le colza de printemps sont considérés comme 2 cultures différentes. Voilà les principales règles sur la diversification de cultures. Bon, généralement, ça ne pose pas énormément de soucis dans les dossiers. Là où on a un peu plus de soucis parfois, c'est sur le 2e critère, la présence de SIE, surface d'intérêt écologique. Il y a les mêmes exemptions que précédemment, à savoir que les gens qui sont majoritairement en herbe n'ont pas à respecter ce critère. Sont également exempts de ce critère les exploitations qui font moins de 15 hectares de terre arable.
Sinon, pour les autres exploitations, la règle, c'est d'avoir au minimum 5% de SIE sur l'exploitation en 2020. Alors, ces SIE, c'est quoi? Celle-là, on revient dans l'après-midi. Passer à la suivante. Voilà. Ces SIE, c'est quoi? Non, celle-là, voilà. Donc, il y a deux types d'éléments en fait qui peuvent être comptabilisés en tant que SIE. Ce sont soit des éléments topographiques, comme par exemple les haies, de moins de 20 mètres de large. Et vous voyez que pour 1000 mètres de haies, ça compte pour 1 hectare de SIE. Sont également considérés les bosquets de moins de 50 arts avec un coefficient de 1,5. Idem pour les mares, les fossés également de moins de 10 mètres peuvent être comptabilisés en SIE avec un coefficient équivalence de 1000 mètres pour 1 hectare. Ensuite, il s'agit également des bandes tampons et des bordures de champ qui doivent faire au moins 5 mètres de large. Là, le coefficient est de 9, c'est-à-dire 1 mètre linéaire de bande tampon ou de bordure de champ compte pour 9 mètres carrés de SIE. Sont également comptabilisées les bandes le long des forêts, bandes avec culture ou sans culture. Ces bandes doivent faire au moins 1 mètre de large. Exclusion, le coefficient est de 9, 1 mètre. Par contre, ici avec production, 1 mètre linéaire vaut 1,8 mètre carré de SIE. Et attention, pour ces éléments, que ce soit bande tampon, bordure de champ, bande le long des cultures, bande le long des forêts avec ou sans culture, il faut que la largeur minimum, donc 1 mètre pour les bandes le long des forêts, 5 mètres pour les autres, il faut que cette largeur soit respectée sur toute la longueur de la bordure ou de la bande. Sur le terrain, mais également sur le dessin que vous faites sur Télépack. C'est-à-dire que si sur Télépack, à un endroit donné, elle fait, mettons, 7 mètres de large pour une bande tampon, mais qu'à un autre endroit, elle ne fait plus que 4 mètres, le logiciel, il va nous la décompter automatiquement. Il faut bien vérifier que sur votre dessin, ça fait au moins 5 mètres de large, s'agissant des bandes tampons et des bordures de champ sur toute la longueur de la bande. Voilà, donc peuvent être comptabilisés en SIE des éléments topographiques, comme on l'a vu, haies, mares, bosquets, bordures, bandes tampons, mais également des éléments surfaciques, comme les surfaces en jachère. Là, le coefficient est de 1, c'est-à-dire 1 hectare de jachère compte pour 1 hectare de SIE, à condition que la jachère soit présente sur l'exploitation du 1er mars au 31 août. Sont comptabilisés également en SIE les jachères mellifères, avec un coefficient de 1,5. Là, la durée de présence, ça va du 15 avril au 15 octobre. Attention, par contre, aux jachères faune sauvage. Celles-ci, on les comptabilise comme des jachères. Donc, si vous voulez qu'elles comptent en tant que SIE, il faut que votre jachère faune sauvage soit présente du 1er mars au 31 août, ce qui n'est pas toujours évident. C'est des demandes qu'on fait remonter au ministère depuis de nombreuses années, mais la règle reste celle-ci. Sont comptabilisées également comme SIE les cultures dérobées ou intercultures, c'est-à-dire que ce sont des cultures que vous faites après votre culture principale, et pour qu'elles comptent en SIE, il faut qu'elles soient présentes du 5 août au 29 septembre. Il faut qu'il y ait un mélange de 2 cultures avec la liste des cultures qui figure sur les notices Télépack. Et là, le coefficient n'est que de 0,3. Un autre élément, une autre culture qui compte en tant que SIE, ce sont les cultures fixant l'azote, en pur ou en mélange. Et lorsqu'elles sont en mélange, il faut que la culture fixant l'azote, donc généralement il s'agit d'une légumineuse, soit majoritaire. Majoritaire sur le terrain. C'est-à-dire qu'en cas de contrôle, il faut que le contrôleur puisse voir que c'est la légumineuse qui est majoritaire. Et là, le coefficient est de 1 pour 1. Sinon, donc, on a les dérobés, les cultures dérobées sous semis et également le miscanthus qui compte pour 0,7. Donc, il y avait une diapositive auparavant, mais je vais vous la résumer. C'est que, si on revient avant sur les traitements phyto, voilà. Depuis 3 ans maintenant, sur les SIE, certaines SIE, elles ne peuvent être comptabilisées que si elles ne sont pas traitées. Donc, pour les jachères, vous pouvez
ça peut compter en SIE si elles ne sont pas traitées durant la période du 1er mars au 31 août. Bon, là où ça pose le plus de problèmes, c'est pour les cultures annuelles fixant l'azote. Si vous voulez qu'elles comptent en tant que SIE, il ne faut pas les traiter du semis à la récolte. Donc, par exemple, les cultures de protéagineux, qui auparavant pouvaient compter en SIE, maintenant elles peuvent compter en SIE, mais uniquement si elles ne sont pas traitées, ce qui évidemment réduit beaucoup leur utilisation en tant que SIE. Sinon, ce sont les dates habituelles de présence. Voilà. Un petit dessin là pour vous montrer comment on prend en compte ces SIE. Donc là, sur le dessin, vous avez deux éléments SIE, une haie en vert et un fossé en bleu. Et pour que ces éléments soient pris en compte en tant que SIE sur votre exploitation, il faut qu'ils soient dessinés à l'intérieur de votre îlot, à l'intérieur de votre parcelle. Là, par exemple, sur le rond du dessus, seule la haie sera prise en compte en tant que SIE. Parce que vous voyez que le fossé, il n'est pas en intersection avec l'îlot. Par contre, sur le rond du bas, là, les deux éléments seront pris en compte en tant que SIE, puisque le fossé est là en intersection avec l'îlot. Donc, sur un cas comme ça, en fait, pour ces SIE linéaires, ce qu'on prend comme élément, c'est la longueur. Donc, on prendra toute la longueur de la haie en tant que SIE. Par contre, le fossé, on ne prendra que la partie du bas, qui est en intersection avec l'îlot. Donc, faites bien attention dans vos dessins, parce que des fois, les éléments linéaires sont mal dessinés, ce qui fait que vous pensez qu'ils comptent en SIE et finalement, ils ne vont pas compter. Il y a un autre schéma après qui est un peu plus explicite même. Voilà. Là, c'est par exemple, c'est une haie. Donc, le dessin d'une haie sur Télépack, ça se fait par un petit rectangle. Et le rectangle le centre du rectangle doit être au niveau du sommet des éléments ligneux. Donc, dans la partie du bas, on a la haie qui est correctement dessinée, parce que le dessin de la haie, il faut également qu'il corresponde bien à la réalité du terrain, donc à la réalité de ce qu'on voit sur l'orthophotographie. Mais pour qu'il compte en tant que SIE, il faut qu'il soit en intersection avec la parcelle. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que sur la partie de droite, il est bien en intersection avec la parcelle. Donc, la haie, là, va compter, le morceau de la haie de la partie de droite va compter en tant que SIE. Par contre, sur la gauche, la haie n'est pas en intersection avec la parcelle sur le dessin. Donc, avec un dessin comme ça, la partie gauche ne compterait pas en tant que SIE. Donc, ce qui se passe, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, si la haie est bien sur votre exploitation, là, elle est correctement dessinée, là, il faut rallonger un peu l'îlot de telle façon à ce qu'il y ait une intersection avec la haie, comme sur la partie droite. Et de cette façon, toute la haie sera comptabilisée en SIE sur votre exploitation. Donc, n'hésitez pas, dans ces cas-là, à modifier un peu le tracé de vos îlots, ce qui peut éviter quelques désagréments, savoir que toute la SIE ne serait pas comptée sinon. Là, c'est un exemple de calcul, mais bon, ça n'a pas non plus trop d'intérêt, puisque maintenant, il y a un calcul qui est fait de façon automatique sur Télépack, avec calculette. Et le dernier critère sur le paiement vert, c'est le maintien des prairies permanentes. Alors, pour résumer, parce que là, c'est un peu technique, en fait, les prairies permanentes, chaque année, on calcule un ratio au niveau de la région Centre-Val de Loire, qui est le rapport entre la surface en prairies permanentes sur la SAU, au niveau de toute la région. Et ce ratio, on le compare à un ratio de base qu'on a calculé qui était calculé en 2012. Et tant que le ratio annuel ne baisse pas de plus d'un certain pourcentage par rapport à ce ratio de base, il n'y a pas d'interdiction quant au retournement des prairies permanentes. Donc, ce ratio, on le calcule depuis 2015. Et depuis 2015, dans la région, le ratio a toujours été positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de baisse de plus de 2,5%. Donc, ça signifie qu'il n'est pas interdit de retourner des prairies permanentes. Évidemment, il ne faut pas que tout le monde le fasse, sinon le ratio deviendrait négatif. Donc, on peut retourner des prairies permanentes, c'est-à-dire faire une culture après une prairie permanente. La seule exception, ce sont les prairies dites sensibles. Donc, les prairies sensibles, ce sont les prairies qui sont situées en zone Natura 2000.
Donc, c'est principalement en Brenne. Et ça, vous avez l'information sur Télépac. Ce sont des prairies qui apparaissent de couleur rose-violet. On verra peut-être par la suite. Voilà, donc ça, c'est le troisième critère pour percevoir le paiement vert. Donc, bon, généralement, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Le plus gros souci qu'on peut avoir, c'est sur les SIE. Il faut faire bien attention en termes de dessin, notamment. Voilà. Des questions déjà? On va passer sur l'âge des prairies, oui. Donc, l'âge des prairies, depuis 2018, et vous l'avez vu sur Télépac depuis l'an dernier, on vérifie l'âge des prairies temporaires et des jachères. La règle, c'est qu'au bout de 5 ans, une prairie temporaire devient une prairie permanente ou une prairie rotation longue. Et cette prairie permanente ne peut redevenir une prairie temporaire sans intercaler une culture. En fait, pour casser une prairie permanente, si vous voulez qu'elle revienne en prairie temporaire, il faut faire une culture et après on repart sur un cycle de 5 ans de prairie temporaire. C'est la même règle sur les jachères, parce qu'on a deux codes pour les jachères. Vous avez le code J5M, jachère de 5 ans ou moins, et le code J6S, jachère de 6 ans ou plus déclarée SIE. Donc, tant que la jachère a moins de 5 ans, on la déclare en J5M, et quand elle passe en 6e année, on peut la déclarer avec le code J6S, jachère de 6 ans ou plus SIE. Vous avez également un autre code pour les jachères de 6 ans ou plus, c'est le code J6P. Donc, ce code, attention, si vous déclarez votre jachère comme ça, elle ne sera pas comptabilisée en SIE. Là, le petit S, ça veut dire SIE. Une J6P, c'est une jachère de 6 ans ou plus, mais qui n'est pas SIE. Donc, il faut éviter d'utiliser ce code, sauf cas assez particulier. Il y a une exception pour ce compteur des prairies, c'est pour les éléments qui sont engagés en MAEC. L'engagement d'une prairie en MAEC, en fait, ça va figer le compteur. C'est-à-dire que vous avez par exemple une prairie temporaire qui a 2 ans, vous l'engagez en MAEC, durant l'engagement en MAEC de 5 ans, elle va toujours rester à 2 ans. Et c'est lorsque l'engagement prendra fin que le compteur recommencera à s'incrémenter. C'est uniquement les MAEC. Par contre, les prairies ou les jachères qui sont engagées en agriculture bio, là, elles suivent les règles habituelles. Ça, c'est la suivante. Alors, au niveau de la déclaration PAC, ce qui peut arriver, c'est que vous pouvez avoir certaines parcelles qui ont été requalifiées. C'est-à-dire que nous avons requalifié, parce qu'on fait une instruction de ce type d'éléments. Donc, vous pouvez avoir des prairies temporaires qui sont passées en prairies rotation longue ou des J5M, par exemple, qui sont passées en J6S. Donc, ça a un impact, notamment par rapport aux prairies rotation longue. Parce que ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que pour qu'un élément topographique, en plus une soit comptabilisé il faut en 2020, ça va être sa dernière année de prairie temporaire. Donc, il faudra penser dans les années suivantes à faire quelque chose, soit à faire une culture pour éviter qu'elle passe en prairie permanente, ou soit la laisser, elle passera en prairie permanente. Et les prairies temporaires de 5 ans en 2019, normalement, cette année, elles vont passer en prairie permanente, sauf si vous faites une culture. Donc, il y a des codes couleurs un peu spécifiques. Bon, ce n'est pas très évident à voir, on vous montrera. L'idée, c'est d'attirer un peu l'attention sur les PT4 et les PT5 avec une couleur un peu plus claire, avec une couleur orange, pour montrer que ce sont des couverts à surveiller, alors que les autres couverts sont moins à surveiller.
Vous avez également des alertes informatives, donc des alertes non bloquantes sur Télépac, qui vous indiquent si une prairie temporaire qui normalement doit être déclarée en prairie permanente, vous la déclarez toujours en prairie temporaire. Donc ça peut également vous alerter. Après, ce ne sont pas des alertes bloquantes, donc vous pouvez les traiter, mais nous, on les traitera ensuite par la suite. Et le risque, c'est évidemment de passer des prairies temporaires en prairies en rotation longue, surtout s'il y a des SIE dessus. Voilà là-dessus. Je crois qu'on a des questions qui arrivent. Alors moi, je ne peux pas les voir vu que je partage mon écran. Par contre, Philippe ou Sébastien, si vous voyez les questions et que ça fait partie de la partie qu'on a abordée. Moi, je ne les vois pas non plus. Je ne sais pas comment faire. Dans la conversation. Il n'y a pas de questions. Dans conversation. Il n'y a pas de questions pour l'instant qui sont remontées. D'accord. Bon. C'est clair, okay. Est-ce que, Claudia, tu souhaites que je donne le micro à tout le monde? Je ne sais pas si les gens ont des questions. Peut-être, oui, si on peut faire une partie d'échange. 2 minutes, ouais. Oui, Sébastien dit oui. Alors. Donc, vous devez avoir la possibilité, là, au fur et à mesure, de pouvoir activer votre micro. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Oui, bonjour. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui, bonjour, Caroline Carrette. Pour réagir à vos PT inférieurs à 4 ans, là, la couche des couverts 2019, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été dessiné tout autour de toutes mes parcelles. J'ai vraiment la bordure de mon champ qui apparaît comme une prairie temporaire inférieure à 4 ans. Donc, si je comprends bien, il faudrait que je redessine toutes mes parcelles pour les remettre pile poil sur la couche couvert 2019 pour supprimer ces espèces de bordures de champ qui sont enregistrées sur mon dossier Télépac en PTINF 4. J'ai du mal à comprendre que quelqu'un ait passé autant de temps à dessiner ces tout petits tracés. C'est même pas, ça doit représenter peut-être un mètre ou 2, j'en sais rien, quoi, en bordure de mes champs. Et il y en a partout, sur tout mon dossier. Non, mais vous m'entendez là? Pardon. Oui. Je vous entends. D'accord. Non, il ne faut pas vous amuser à tout redessiner. Il faut laisser tel quel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que ça peut arriver, qu'il y ait des bordures de parcelles ou d'îlots qui étaient plutôt dans un autre îlot, qui étaient décalés, etc. Donc, ça a pu générer cette couche-là. Ce n'est pas nous qui nous sommes amusés à la dessiner, ça a été dessiné automatiquement d'après les déclarations précédentes. Donc, vous, c'est juste informatif. Donc, faut laisser tel quel. Il ne faut pas vous embêter avec ça. En plus, elles sont inférieures à 4 ans, ça veut dire que ce sont pour nous des prairies temporaires que vous pouvez continuer à déclarer en prairie temporaire. Ne vous amusez pas. J'ai aucune prairie temporaire. Ce sont des cultures. Hein. C'est en bordure de mes cultures. J'ai 0 culture temporaire sur mon exploitation. Je n'ai que des cultures. Donc, c'est mes cultures on m'a trouvé des prairies temporaires tout le long de mes cultures, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a dû être déclaré en prairie une année donnée. Non, ça a toujours été cultivé. Si je puis me permettre, ça a peut-être été… C'est très surprenant. Monsieur Collin. Pardon? Je dis, ça a peut-être été déclaré en bande tampon le long de cours d'eau ou de bordures de champs, ou je ne sais pas. Ça aurait été rattaché à la culture. Donc ça aurait été rattaché à la culture. Non, mais des fois, sur ces couverts de prairies, ça a été relativement complexe à générer, parce que ça a été fait automatiquement en reprenant toutes les déclarations PAC depuis 2014, depuis 2013. Donc, il peut y avoir effectivement des petites erreurs, des petites anomalies. Donc, pas trop vous s'attarder là-dessus. Simplement, faites attention à celles qui sont de 4 ans ou de 5 ans. Le reste, après, si c'est de la culture, vous continuez à déclarer vos cultures, c'est tout.
Ça n'aura pas d'impact Non, parce qu'en fait, ça n'aura aucun impact. Hein. si c'est de la culture. D'accord, parce qu'en fait, bien souvent, c'est de la culture qu'il y a dessus. Ouais, C'est- ouais. Bah, normalement, mon tracé est peut-être pas parfaitement bien fait en bordure de ma culture, et Peut-être, du oui. coup, c'est de la culture, et du coup, ça a été qualifié en prairie temporaire, alors que c'est cultivé, c'est ma Oui. culture. Quoi. Parce que normalement, s'il s'agit d'une culture, effectivement, mettons que vous aviez une prairie temporaire l'an dernier, vous déclarez une culture, l'an prochain, ça va prendre le code culture, autre culture. Donc, c'était qu'il y avait sans doute des petits éléments le long de la bordure de l'îlot. Ok, bon alors j'y touche pas. Merci à vous. Ben, je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie verdissement, accident de culture? Non, donc on va continuer. Hop. Donc, on va passer au BCAE. Allô? Oui, Oui, pardon, Paul Malou. Juste une petite question, Monsieur Collin. Bonjour. D'abord, bonjour à tous. Bonjour. Je ne vais pas encore saluer. Donc, une prairie temporaire ou permanente chez un céréalier ne peut toujours pas être une SIE. non. Ah ben non. Non, je trouve ça un petit peu paradoxal. Enfin bon, c'est pas à notre niveau qu'on fait les réglementations, mais à partir du moment où une exploitation agricole a une partie en prêt, il est un petit peu bizarre que ça ne puisse pas être le cas, puisque les exploitations qui sont en prairie n'ont pas besoin de respecter cette Si. exploitation, puisqu'ils ont de la prairie, donc, si j'ai bien compris. En fait, sur les prairies temporaires, si un élément SIE qui est déclaré sur une prairie temporaire, il va être comptabilisé en SIE. C'est que sur les prairies permanentes. Maintenant, après, les exploitations qui ont plus de 75% d'herbe, là, elles sont exemptées des SIE. C'est-à-dire qu'elles aient des éléments ou pas, ça ne comptera pas. On ne leur demande pas d'avoir des SIE. Mais C'est réputé satisfait déjà. il faut 3/4 d'exploitation en herbe minimum. Ouais. Oui, tout à fait. Non, c'est juste une réglementation que je trouve un petit peu discriminante. Voilà, mais bon, c'est à notre niveau qu'on va refaire le monde, on est d'accord. Après, la prairie ne fait pas partie de la liste des éléments qui peuvent être comptabilisés en SIE. Par contre, les éléments qui sont sur les terres arables, donc prairies temporaires, peuvent l'être. En même temps, tout ce qui est permanent sort du décompte de la surface en terre arable sur laquelle on calcule les 5%. Oui, tout à fait. Bon, c'est déjà ça. Mais effectivement, oui, je comprends le sens de la Oui. question, qui est plutôt d'ordre syndical. Oui. Voilà, mais bon, c'est pas ici qu'on va refaire le monde, on est d'accord. Après, si le céréalier a des surfaces en herbe qu'il souhaite mettre en SIE, à défaut de comptabiliser des couverts, on peut toujours passer les surfaces en herbe en jachère. Le problème, c'est que vous ne pourrez pas les faire pâturer ni les faucher. Après, ça dépend de la conduite d'exploitation et les relations que vous avez peut-être avec des voisins par rapport au pâturage ou à la fauche. Oui, ça induit d'autres soucis. Mm. Ok, merci. De rien. Pas d'autres questions? Donc, on reprend avec la partie conditionnalité. BCAE. Donc, les BCAE, ce sont les bonnes conditions agricoles et environnementales. C'est effectivement des éléments de la conditionnalité et qui sont vérifiés uniquement en cas de contrôle sur le terrain. Alors, il y a 7 BCAE et il y en a 2 sur lesquels il y a quelques petites évolutions cette année. La BCAE 1, bande tampon le long des cours d'eau, c'est-à-dire que le long des cours d'eau BCAE, vous devez avoir des bandes tampons, donc d'au moins 5 mètres, sur lesquelles il ne doit pas y avoir de traitement. Alors, cette carte des cours d'eau, en fait, a été revue pour avoir une plus grande précision. C'est-à-dire qu'il y a quelques nouveaux tronçons supplémentaires de cours d'eau BCAE qui ont été rajoutés, en l'occurrence 59 km, ce qui représente 110 exploitants qui ont été informés individuellement. On leur a dit que sur leur exploitation, sur tel îlot, il y avait une petite bande de cours d'eau BCAE qui a été rajoutée, en leur disant que cette bande devait être bordée par une bande tampon.
dans la majorité des cas, il y avait déjà une bande tampon, ou alors c'était une parcelle en prairie. Donc cette carte mise à jour, elle est disponible sur le site de la préfecture, également sur le géoportail et également sur Télépac. Depuis cette année, vous avez une couche qui s'appelle BCAE 1 qui vous indique, qui met en surbrillance les cours d'eau BCAE. Et donc le long de ces cours d'eau BCAE, il faut avoir une bande tampon ou une parcelle en herbe. Sachant qu'on ne modélise la bande tampon sur Télépac uniquement si on est sur une parcelle hors prairie. Tout à fait. Oui. On est d'accord. Ok. Si c'est de la prairie, on n'a pas besoin de la matérialiser. Non. Okay. Bon, après, il y a la mise à jour des espèces invasives, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'impact. La BCAE 6, c'est le maintien de la matière organique des sols, c'est-à-dire l'interdiction de brûlage des résidus de récolte. Jusqu'à présent, il y avait une dérogation à cette interdiction, à savoir qu'on pouvait réaliser un brûlage pour les pailles de lin, de chanvre, ainsi que pour les précédents culturaux de cultures potagères et de semences de graminées. Donc, ces dérogations-là sont supprimées à partir de cette année, suite à une demande de la Commission. Et donc, ne subsiste qu'une seule dérogation, à savoir une dérogation pour raisons phytosanitaires. Mais dans le cas où la parcelle a un problème phytosanitaire, problème qui a été mis en évidence et vérifié par la DRAF, le service régional de l'alimentation. Donc, c'est des cas relativement limités. Donc, la plupart des dérogations en fait, sont supprimées maintenant pour le brûlage. Est-ce que l'ambroisie fait partie de mémoire de ces raisons phyto ou pas? Vous n'avez pas en tête peut-être? On regardera. Je ne pourrais pas vous dire. Ouais. Ça fait sûrement partie de Après, la mise à jour de la liste, non? Je sais pas. On regardera. C'est que je pensais à ça du coup. La BCAE 7, bon, il n'y a pas de nouveauté, mais c'est juste pour vous la remettre en évidence. La BCAE 7, c'est le maintien des particularités topographiques, c'est-à-dire les haies, les mares et les bosquets, qui sont protégés par cette BCAE et ne doivent pas être supprimés. Ces éléments ils sont visualisables sur Télépac. Il y a une couche qui s'appelle BCAE 7, qui montre quels éléments sont protégés, ne doivent pas être éliminés. En revanche, sur une haie, par exemple, l'exploitation du bois, la coupe à blanc, l'entretien restent possibles. Mais ce qui est interdit, c'est l'arrachage. Il y a une période du 1er avril au 31 juillet, là où on n'a pas le droit de tailler les haies et les arbres, parce que c'est la période de nidification. Donc, ça concerne les haies dont l'exploitant a le contrôle. Donc, il est interdit de les arracher. Par contre, on peut les déplacer ou les remplacer. Et déplacer, ça veut dire qu'on peut supprimer un certain linéaire de haies, mais en contrepartie, on réimplanter un même linéaire, enfin une même longueur, à un autre endroit de l'exploitation. Donc ça, c'est possible. Si vous nous faites une demande préalable, des formulaires spécifiques qu'on peut vous envoyer, et on vous donne un avis favorable ou pas, et vous pouvez procéder à la suppression et à la réimplantation de la haie. Mais la supprimer sans demande d'autorisation spécifique, ça peut vous entraîner des pénalités qui sont relativement importantes, puisqu'on est dans le cadre de la conditionnalité des aides. Donc, les pénalités s'appliquent à la fois sur les aides du premier pilier et du second pilier, c'est-à-dire sur toutes les aides, aussi bien les aides surface que les aides bovines, que l'ICHN, que les MAEC, etc. Donc là, je vous ai mis deux exemples pour vous montrer l'impact financier. En 2018, il y a eu un exploitant qui avait supprimé un bosquet. La suppression du bosquet représentait plus de 20% de la surface en bosquet de l'exploitation, et ça faisait plus de 10 arts. Dans ce cas-là, la pénalité a été de 20% au minimum. Parce qu'on est dans le régime d'anomalie intentionnelle, parce qu'on est supérieur à 20%. En 2019, un exploitant a supprimé 200 mètres linéaires de haies. Ça lui a engendré une pénalité de 5% et obligation de réimplanter la haie, bon, pas forcément au même endroit, mais de réimplanter une haie d'un même linéaire sur l'exploitation. Donc, vous voyez que c'est un impact quand même relativement important. Et l'impact est proportionnel à la longueur qui est détruite et à la
longueur totale de haie sur l'exploitation. On fait le rapport entre la longueur détruite et la longueur de haie sur l'exploitation. Un point maintenant sur les ZNT. Alors, donc les ZNT, il y a eu quelques changements. Oui. Les ZNT, riverains, c'est l'obligation d'avoir une distance de sécurité par rapport au lieu d'habitation pour les traitements de produits phyto. Donc, le cadre général, c'est cette distance est de 20 mètres pour les substances les plus préoccupantes. Donc, la liste des substances préoccupantes, vous pouvez la voir sur le site du ministère. Bon, il n'y a pas énormément de substances et il s'agit la plupart du temps de substances qui sont utilisées en viti ou en arbo. Sinon, c'est de 10 mètres pour les cultures hautes, c'est-à-dire viti, arbo, et 5 mètres pour les cultures basses. Cette distance est à respecter par rapport à la limite de la propriété. Donc, ce qu'on appelle limite de propriété, c'est généralement, vous avez l'habitation et puis vous avez une petite zone d'agrément. Donc, la limite de propriété, ça va après cette zone d'agrément. Donc, c'est la zone d'agrément qui est utilisée. Si vous avez une zone d'agrément qui n'est pas utilisée, là, ça peut aller. Enfin, on prend en compte uniquement la partie utilisée. Il y a un petit schéma, peut-être que on verra tout à l'heure. On va passer à la suite. Voilà. Donc, ça, c'était le cadre général. Maintenant, s'il y a une charte d'engagement, ce qui est le cas dans le département, ces distances sont réduites. Donc, c'est le cas pour le département. Donc, la règle, c'est pour le département 5 mètres pour l'arboriculture et 3 mètres pour les cultures hautes et les cultures basses. Ceci à condition d'utiliser du matériel réduisant la dérive de pulvée, donc, par exemple des buses anti-dérive. Voilà. Et la suivante. Au niveau de la PAC, comment on déclare ces ZNT? Alors, si la ZNT est cultivée, c'est-à-dire que vous avez votre culture et sur une bande de 5 mètres ou 3 mètres, vous n'avez pas traité, à ce moment-là, elle ne doit pas être distinguée de la parcelle principale. Donc, vous déclarez toute votre parcelle en culture et ça reste toute la parcelle admissible au DPB. Si la ZNT n'est pas cultivée, si par exemple vous avez fait une surface en herbe, alors cette surface, elle peut être déclarée en bordure de champ avec le code BOR. C'est une surface herbacée, mais à condition qu'elle fasse au moins 5 mètres de large. On a vu tout à l'heure que les bordures, ça devait faire au moins 5 mètres de large. Et dans ce cas-là, ça compte en tant que SIE. Si elle fait moins de 5 mètres de large, vous pouvez la déclarer en jachère, mais il faut que le couvert corresponde à une jachère et que son entretien corresponde également à une jachère. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être valorisée et qu'elle doit rester en place du 1er mars au 31 août, si vous voulez qu'elle soit comptabilisée en tant que SIE. Et si vous avez laissé un sol nu, à ce moment-là, vous la déclarez en SNE, surface temporairement non exploitée. Il y avait un petit schéma, peut-être qu'on le verra par la suite. Non, enfin, moi, il n'est pas sur le diapo, c'est celui qu'on avait vu lors de la précédente. Ah ouais, avec le 37. Je ne l'ai pas récupéré. Bon. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions qui sont remontées pour l'instant. Donc, on va peut-être continuer, puis on réouvrira le micro à tout le monde tout à l'heure. Ouais. Okay. Bon, les aides couplées, là, il n'y a aucune évolution. On va passer. Mis à part de faire la déclaration avant le 15 mai pour les aides bovines. Oui, c'est important. J'ai une question. Peut-on semencer jusqu'à limite de propriété avec des semences certifiées, éventuellement traitées, et ne pas appliquer de phyto? Normalement, il me semble que les semences même traitées, ce n'est pas considéré comme… on peut aller jusqu'au bord de la propriété. C'est les traitements d'après qu'il ne faut pas qu'il y ait, ou au SMI. Mais semences traitées n'est pas assimilé à un produit phyto. Donc, on peut semer jusqu'au bord. Et une fois que c'est semé, on prend sa distance de 3 ou 5 mètres selon le cas. Monsieur Bruno qui avait posé la question, je vous ai redonné le micro. Donc, si vous souhaitez apporter un complément, vous avez normalement la possibilité de reposer une question complémentaire. Après, il y a…
Sur le site du ministère de l'Agriculture, il y a toute une série de questions-réponses sur les ZNT, spécifiquement sur les ZNT riverains. Donc, je vous engage, si vous avez des questions, parce que nous, on est un peu pareil comme vous, on découvre tellement cette réglementation, le cas échéant, de vous reporter sur ce site qui est assez bien fait et sur lequel vous avez pas mal de réponses, et notamment toute la liste des produits substances préoccupantes dont je vous ai relaté tout à l'heure. Il y a eu un extrait de ce question-réponse dans l'Aurore paysanne de vendredi dernier sur la partie justement ZN, enfin sur les pages centrales de l'Aurore paysanne PAC qui traitait justement des cours d'eau BCAE et de la carte qui est mise en ligne, des zones de non-traitement. Et du coup, je vous renverrai après la réunion les liens pour accéder à ce question-réponse du ministère. Claudia, j'ai une autre question. Je fais le tour du cimetière de la commune. Est-ce que je dois semer au bord? Eh bien, on n'est pas sur une zone Je ne pense habitée, pas quand hein. une zone riveraine. Ouais. On vérifiera sur la question-réponse du ministère, mais logiquement, vous pouvez aller jusqu'au bord. Oui, je dirais ça aussi. Après, il faut faire attention si c'est ça, Sébastien, il faut faire peut-être attention à la fréquentation du cimetière. Hein, éviter du coup de passer le pulvé quand il y a des visiteurs, finalement. Je dirais c'est ça la limite. Il ne faut pas qu'il y ait de la présence. Ah, on peut redonner le micro à Sébastien, peut-être, Nathalie, s'il te plaît. J'essaye, mais Sébastien l'active pas. Il a coupé. Ah, c'est bon. Vous m'entendez? Oui. On m'avait mis un bâillon. Non, vous dire qu'au départ, effectivement, les cimetières, les chemins, les routes, etc., risquaient d'être concernés par tout ce qui est obligation de ZNT. Aujourd'hui, ne sont concernées que les zones habitées de façon régulière, ainsi que, comme le disait M. Collin, les zones d'agrément autour de ces zones habitées-là. Ça veut dire que ne sont concernées que les maisons d'habitation et les gîtes, par exemple, je donne juste un exemple, et les gîtes fréquentés une bonne partie de l'année. Vous m'avez entendu? Oui. Oui, oui. Voilà. C'est tout ce que j'avais ajouté. Merci. Les cimetières, effectivement, ça a été une question. Les cimetières, les terrains de sport, etc. Ok. Donc, on reprend. Et donc, on va continuer. Alors, les aides couplées. Donc, faites attention pour les aides animales à faire avant le 15 mai. Quitte juste dire que sur les aides couplées végétales, notamment l'aide aux légumineuses fourragères, c'est juste après, voilà, celle-ci, soutien aux légumineuses fourragères, donc ça concerne donc c'est une aide à la fois pour les éleveurs ou pour les exploitants qui sont en contrat avec un éleveur pour lui fournir justement des légumineuses à condition que cet éleveur ne demande pas l'aide pour lui-même. Donc, pour bénéficier de cette aide, il faut faire des légumineuses pures ou en mélange, sauf les mélanges légumineuses graminées. Les mélanges légumineuses graminées ne sont plus éligibles à cette aide depuis 2 ans. Par contre, les autres mélanges, donc légumineuses céréales ou légumineuses oléagineuses, sont éligibles à condition que les légumineuses soient majoritaires. Sinon, en pur, c'est également, évidemment, vous pouvez en bénéficier de cette aide. Les montants. Oui, après, les montants, c'est variable d'une année à l'autre. Si ce qu'il faut dire après dans la PAC, c'est que pour pouvoir prétendre à l'aide au moment de cocher les aides desquelles vous voulez bénéficier, il ne faut pas oublier de cocher la case semences au moment où vous enregistrez la culture. Pour les semences de légumineuses ou les semences de graminées. Oui. Et de bien demander l'aide également dans la partie demande d'aide.
Sur le second pilier, donc sur l'ICHN, donc, ce sont les indemnités compensatrices de handicap naturel. Donc, c'est une aide pour les éleveurs qui sont situés en zone défavorisée. La zone défavorisée, c'était auparavant tout le département, sauf la Champagne-Berrichonne, ce qui est en blanc ici. Et ce zonage a été revu l'année dernière, donc avec des nouvelles communes qui sont rentrées en zone défavorisée, ce sont les communes qui sont en jaune, et quelques communes qui en sont sorties, donc c'est les communes qui sont en tireté rouge. Donc dans ces communes qui en sont sorties, il y avait quelques éleveurs, parce que bon, on est quand même en Champagne-Berrichonne, mais il y avait quelques éleveurs, et ces éleveurs-là ne pourront plus bénéficier de l'ICHN à terme. Donc ça se fait de façon progressive. En 2019, ils ont encore perçu 80% du montant de l'ICHN. En 2020, ils n'en percevront que 40%. Et en 2021, ils ne le percevront plus. Donc en 2020, ils perçoivent encore 40%, mais il faut quand même bien demander l'aide dans le dossier PAC. Après, pour accompagner ces gens, on les a vus. Il y avait une dizaine d'exploitants. Avec la Chambre d'agriculture, on les a vus et on a mis en place une sorte de plan d'accompagnement à base d'audit, etc., pour accompagner un peu leur sortie sur le plan économique. La diapo suivante. Voilà, bon, l'ICHN, c'est une aide donc, pour les éleveurs. Il faut avoir un chargement entre 0,35 et 1,8 UGB par hectare, avec un optimum entre 0,60 et 1,40. Donc, c'est une aide sur les surfaces en herbe, ainsi que sur les surfaces en céréales autoconsommées. Donc, si vous voulez avoir l'aide sur les surfaces en céréales autoconsommées, sur Télépac, il faut bien mettre dans la fiche de la parcelle céréales, cocher la case céréales autoconsommées pour l'ICHN. Et sur cette aide, il y a une condition de revenu, à savoir qu'on vérifie que le revenu agricole est supérieur au revenu non agricole ou que les revenus non agricoles sont inférieurs à un demi-SMIC. Pour information et pour compléter, Télépac, donc vous demandez l'aide ICHN au moment de la demande d'aide en cliquant sur la ligne ICHN. Vous devez indiquer les numéros fiscaux justement pour pouvoir vérifier l'éligibilité par rapport aux conditions de revenus. Télépac ne donne pas d'alerte en ce qui concerne cette demande d'aide, c'est-à-dire que Télépac ne calcule pas si vous êtes bien compris dans la plage de chargement. Donc la FDSEA met à disposition un simulateur qui vous permet justement d'optimiser et de vérifier que vous soyez bien dans la tranche optimale de 0,6 à 1,4 UGB par hectare, sachant qu'en dessous jusqu'à 0,35 ou au-dessus jusqu'à 1,8, vous perdez 10% sur le montant de l'ICHN. Voilà. Donc voilà. Pensez au simulateur de la Fédé qu'on met à disposition auprès des adhérents. Voilà. Après, pour les gens qui ont des chargements, pour les surfaces en prairie, donc par défaut, les surfaces en prairie sont considérées comme éligibles à l'ICHN. Maintenant, si vous voulez qu'elles ne soient pas comptabilisées dans l'ICHN, ce qui peut être le cas pour des problèmes de chargement, vous pouvez, à condition que ces parcelles soient, enfin, le produit de ces parcelles soit commercialisé, c'est-à-dire vendu à quelqu'un. Et à ce moment-là, il faut indiquer, il faut cocher la case commercialisation. D'accord. Si vous cochez commercialisation, ça vous exclut les surfaces en herbe de l'ICHN. Ouais. Parce que dans le descriptif de parcelle, tout ce qui fait partie de la famille des surfaces en herbe est compté d'office dans le chargement de l'ICHN. Pour les cultures autoconsommées, vous êtes obligé d'indiquer la notion d'autoconsommé pour que cette surface s'ajoute aux surfaces en herbe pour calculer le chargement. Voilà, donc dans un sens, ça l'est automatiquement et dans l'autre, ça ne l'est pas. Et si on veut que les surfaces en herbe ne comptent pas, il faut indiquer que c'est commercialisé pour qu'elles soient soustraites. Voilà pour l'ICHN. L'assurance récolte, moi, il n'y a rien de particulier cette année, il n'y a pas de nouveauté. Non. Il faut juste cocher dans la demande d'aide. On vous demande éventuellement si le nom de votre compagnie et si vous êtes d'accord qu'il y ait une transmission d'informations entre l'administration et la compagnie d'assurance. Voilà. Et après, il faudra bien nous renvoyer le formulaire avant le 30 novembre. Voilà.
Ah, pas de changement. Euh, Deuxième pilier, puisque, enfin, sur tout ce qui est MAE, puisque l'intervenante n'est pas là. Donc la DDT reste à disposition et les contacts les animateurs des secteurs là où il y a des MAE. Hein. Bosch-le-Sud, Braine, Chabris, Pays de Basel. pour résumer, il y a deux options cette année. Pour les contrats donc, qui sont échus là, au 14 mai 2020, il y a possibilité pour certaines mesures de prolonger d'1 an. Et pour d'autres, il y a possibilité de créer de nouveaux comptes, de repartir sur des nouveaux contrats pour 5 ans. Après, ça dépend des mesures et des secteurs. Donc ça, il faudra mieux vous voir donc, les animateurs des mesures ou ma collègue, Madame Magel. On peut peut-être faire un temps de questions avant de passer à la télédéclaration sur Télépac. Ok, j'ai déjà une première question et je vais redonner le micro à tout le monde. Est-ce qu'une commercialisation de prairies peut s'entendre comme une vente de foin ultérieurement? C'est une question juridique, je pense. De toute façon, je suppose que pour sécuriser la transaction, il y a un contrat. Parce que nous, ce qu'on va vous demander, effectivement, enfin, si vous déclarez commercialisation et si vous êtes le cas échéant contrôlé, ce qu'on va vous demander, c'est la facture ou l'acte, le contrat de vente. Juste une petite question, moi également. Ce contrat de vente est téléchargeable en faisant sur le site Télépac ou pas? Non, non. Oui, oui. Non, il ne faut pas l'envoyer systématiquement. C'est si on vous le demande. D'accord. Parce qu'il y a une ou deux parcelles qui sont comme ça, oui. Mais... Les micros des participants sont ouverts. Non. Par contre, les contrats à peu près tous. Par contre, les contrats de vente dans le cadre de l'aide légumineuse fourragère, ça, effectivement, il faut bien nous les renvoyer. Oui. Quand il y a un contrat entre un céréalier et un éleveur. Les micros sont à peu près tous ouverts. Donc, je vous invite à poser des questions. Qui leur famille, qui partir dans une résidence secondaire, potentiellement dans une autre région de là où ils habitent, et puis surtout Pas de questions. Si, chante. Alors, il y a un monsieur qui a posé une question, mais qu'on entendait de très très loin. Non, je pense que c'était la télé. Ah, pardon. Aussi. Parler de vacances, je crois. Oui. Ok, bah, je vais rééteindre les micros dans ce cas-là. Ok. beaucoup de Français, c'est le commerce vont ouvrir, pas tous, mais beaucoup vont ouvrir. Ce qu'il faut connaître, c'est avec Sandra Pointoin, est-ce que l'activité économique va pouvoir reprendre le 11 mai. Donc on va passer à la partie télédéclaration. Ah, il faut rouvrir le micro de Philippe Collin. Ah, je vais vous fermer. Exact. Voilà, merci. Ah, c'est bon. Il y a toujours la télé qui marche, je pense. C'est chez Chantal. Ah. Voilà, c'est bon. Voilà. Sur l'aspect télédéclaration, donc la télédéclaration, comme vous l'avez vu, elle est repoussée au 15 juin. Par contre, sur les DPB, les clauses de transfert de DPB, donc si vous avez repris des terres, donc il faut transférer les DPB, vous avez les formulaires qui sont disponibles sur Télépac depuis le mois de janvier. Donc ces clauses de transfert sont à nous renvoyer idem pour le 15 juin. Par contre, il faut que les terres, vous les ayez à disposition au plus tard le 15 mai. C'est-à-dire que sur la clause, il faut que la clause soit signée au plus tard du 15 mai. Idem pour les actes de vente, les baux, etc. Vous pouvez ne pas les avoir pour l'instant parce que l'étude notariale est fermée, etc. Donc ça, pas de problème, vous pourrez nous les renvoyer après, même après le 15 juin. Mais par contre, il faudra bien qu'il soit mis sur cet acte que les terres, vous les aviez à disposition dès avant le 15 mai.
Donc, les formulaires à nous renvoyer obligatoirement pour le 15 juin au plus tard, par contre, datés du 15 mai au plus tard. Voilà. Et les pièces justificatives à joindre éventuellement après. Donc, au niveau de la télédéclaration, on va mettre en place un accueil PAC, comme on faisait les années précédentes, à partir du mois de mai. Donc, vous pourrez nous appeler à partir de la semaine prochaine pour prendre éventuellement rendez-vous. Du fait des conditions sanitaires, évidemment, le temps de l'accueil, le délai d'accueil sera plus restreint que d'habitude. Donc, on va demander aux gens qui viennent de ne venir qu'à une seule personne et, si possible, avec un masque ou des gants. On leur mettra à disposition également des gants et du gel, du produit lavant. Mais si vous pouvez prendre un masque, ce serait pas mal. Et donc, ne venir qu'à une seule personne pour avoir par rapport aux distances de sécurité, évidemment. Pour les DPB également, vous pouvez nous contacter, également prendre des rendez-vous. Et là, mes collègues qui s'occupent des DPB vous recevront de façon individuelle. Et ce qu'on va demander donc aux gens qui viennent à l'accueil, c'est, si possible, s'ils pouvaient déjà commencer un peu la télédéclaration pour éviter d'avoir tout à faire, ce qui allonge le temps de présence. Et comme le laps de temps sera plus restreint, ce serait bien qu'ils aient un peu commencé la télédéclaration et qu'on puisse éventuellement les assister sur des choses un peu complexes, mais qu'ils aient déjà un peu quand même vu le dossier avant. Voilà. Okay. Donc, on va passer, si vous voulez bien, à une démonstration de quelques outils sur Télépac. Donc ici, vous avez l'exemple d'un dossier PAC et on vous a parlé de nouvelles couches qui sont présentes dans l'onglet couches, dans le menu couches. Donc, sont d'office affichées vos parcelles, souvent vos surfaces non agricoles qui sont les haies, les mares et les bosquets ou l'emplacement de bâtiments, etc. Les îlots 2019. Donc ça, c'était vos découpes. Et donc la nouveauté, ça concerne les cours d'eau BCAE 1. Alors, j'en avais repéré un. Hop, pour vous montrer comment ça s'affiche. Normalement, c'était par ici. Voilà, ça s'affiche de cette façon. Vous avez un tracé bleu. Et vous faites attention aussi, il ne s'affiche certaines couches qu'à partir du moment où on est à une certaine échelle. Quand on est trop loin, certaines couches d'éléments ne s'affichent pas. Bon, voilà. Par exemple, là, les cours d'eau au 1/50 millième, on ne les voit pas. Voilà. On vous avait parlé aussi de la couche couvert 2019. Donc, c'est la couche notamment qui indique, qui est importante pour la gestion des surfaces en herbe et des prairies. On va en reparler tout à l'heure puisque j'ai un exemple. Et puis, la couche prairie sensible. Donc, ça, c'est quand on est en zone Natura 2000 et qu'on avait des prairies permanentes en 2014. Et donc là, il est conseillé de l'afficher en se mettant en mode calque. Alors, il faudrait que je retrouve la braine. Voilà. Et peut-être qu'on va en avoir sur certaines parcelles. Voilà. Donc, c'est une couche qui s'affiche en rose. Voilà. Et effectivement, elle est plus visible. OK. Alors, sinon, les fonctionnalités sur Télépac n'ont pas changé. Là où on voulait attirer votre attention, c'était justement sur cette couche couvert 2019 et son interprétation. Alors, quand on veut voir par contre le orange, pour voir les couleurs là qui doivent attirer votre attention des parcelles en prairie temporaire de 4 ans ou de 5 ans, c'est-à-dire qu'en 2020, c'est la dernière année de prairie temporaire ou alors qu'elles doivent passer en prairie en rotation longue si elles n'ont pas été labourées et ressemées en culture, enfin si elles n'ont pas été ressemées en une autre culture. Voilà, les contours orange dont on vous parlait. Pour les voir apparaître, il faut désélectionner les parcelles. Quand on a les parcelles, autrement, ce n'est pas visible. Voilà, donc ça, c'est une astuce, je dirais, Télépac.
En termes de langage, donc quand on a PT4 en 2019, donc il faut bien se mettre en tête qu'on a toujours une couche donc de 2019. PT4 en 2019, ça veut dire que c'était une prairie temporaire qui avait 4 ans en 2019. En 2020, ce sera sa dernière année de PTR, de prairie temporaire. Quand on a l'indication PP 2015, ça veut dire que cette parcelle-là est en prairie permanente, donc soit en PPH ou en prairie rotation longue depuis 2015. Donc en 2020, elle reste ce qu'elle était, sauf si elle était labourée. Et puis on a une autre appellation importante qui elle aussi est censée… Ah non, n'apparaît pas. On a la prairie temporaire inférieure à 4 ans en 2019, donc elle reste temporaire. Autre, c'est pour les surfaces en culture. Alors 104.2, j'avais noté. Donc là, 104.2, voilà, PT4, ça on a vu. Hop, ici, on a un couvert donc en PP. Et puis, j'avais la 103. La 103.4. Donc là, on a une PT inférieure à 4 ans. On a vu toutes les appellations. Monsieur Collin, j'ai fait le tour là pour les appellations de parcelles, de prairies. Bon. Oui. Voilà. Prairie temporaire inférieure à 4 ans, ça reste temporaire ou culture. Prairie temporaire de 4 ans 2019-2020, c'est la dernière année de temporaire. Et puis PP 2015, ça reste ce que c'était. Vous avez autre 2015, ça veut dire que c'était auparavant de la culture. Là, par exemple, la 102.1, autre 2015. Oui. Voilà, autre. Ici. Donc après, toujours les mêmes modalités pour déclarer une culture. On clique sur la parcelle, elle est marron. Soit deux possibilités, on passe par le menu outils parcelle, modifier les caractéristiques. Un volet s'ouvre, on a le numéro de l'îlot, le numéro de la parcelle qui est mis par défaut, sa surface graphique. Vous avez souvent, quand c'était une parcelle que vous aviez déclarée l'année dernière, la culture qui a été déclarée l'année dernière. Et ensuite, on met ce que c'est cette année. Mettons du blé. Ici, vous notez quand vous aurez une culture destinée à la production de semences, vous cochez la case. Et si votre parcelle est utilisée pour l'autoconsommation pour l'ICHN, on note autoconsommer. Si vous décidez derrière une culture de semer des dérobés qui compteront pour vos SIE, vous devez enregistrer les 2 cultures minimum que vous prendrez en compte. Voilà. Et puis, si vous êtes engagé en agriculture biologique, vous cochez. En MAE, si c'est le MAE système herbe, il faut mettre le code et l'agroforesterie et on enregistre. Donc ça, c'est la première possibilité. On clique dessus, elle est marron, outils parcelles, modifier caractéristiques, ou alors on va directement dans le menu des parcelles, on déroule et on clique sur la flèche verte et on a le même menu qui s'ouvre. Voilà. Ensuite, pour la partie cours d'eau. Cours d'eau et qui peut servir pour tracer toutes les bordures. Donc là, nous avons un îlot. Voilà. On va enregistrer donc une parcelle. Si ma parcelle est en blé, donc je vais créer une parcelle qui couvre tout l'îlot. OK. Je vais l'appeler blé. Et pour être sûr, donc j'ai un cours d'eau. Je vais tracer une bande enherbée puisque c'est un cours d'eau BCAE, bande enherbée obligatoire. Mon cours d'eau est ici. Pour tracer la bande tampon et être sûr qu'elle fasse bien 5 mètres de part et d'autre des contours de ma parcelle, je vais donc sélectionner, si elle veut bien, la parcelle. On est sur le 105. Hop. Voilà, la parcelle devient marron et j'utilise l'outil dans Outils parcelle, tracer bordure. J'indique que ma bande va faire 5 mètres de large. Je dis que c'est une bande tampon le long d'un cours d'eau. Je valide. Télépack me propose de tracer une bordure de 5 mètres tout le tour de ma parcelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici. Donc, par rapport au dessin, je vais cliquer à l'extérieur de l'îlot, aller au mieux sur le tracé de ma bordure. Ensuite, je traverse mon îlot. Je me reprends à l'autre bout et je termine le dessin la sélection de ma bordure par un double clic à l'extérieur. Donc là, ma bordure est découpée en deux, la partie du haut et tout le reste qui était proposé. Et je vais cliquer sur la partie que je veux conserver et je vais valider le dessin.
Comme ça, j'ai bien 5 mètres partout et ma bande tampon est dessinée. Voilà. Donc ça, c'est un outil tracé bordure dont vous pouvez vous servir pour tracer aussi des bordures de champ pour être sûr qu'elles soient bien au niveau réglementaire à 5 mètres. Donc après, il faut aussi que sur le terrain, ça colle, bien sûr, mais au moins sur le dessin de la PAC, vous serez bon dans les mesures. Voilà les éléments principaux à faire sur Télépac, sur le RPG. Autre chose aussi à préciser, pour tout ce qui est déclaration de mesures agro-environnementales ou bio, vous devez remplir ici, enfin compléter votre assolement et plus tard, au moment de la demande d'aide, vous allez cocher que vous avez une MAE et vous aurez de nouveau des photos, un nouveau RPG pour déclarer votre MAE. Ne cherchez pas à déclarer votre MAE à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être on peut rallumer les micros ou si mes collègues veulent apporter des compléments. Je rallume les micros. Oui, merci. Peut-être montrer une découpe d'îlot, comment on fait. Oui. Une découpe d'îlot ou de parcelle? De parcelle, oui. De parcelle, oui. Donc là, j'ai ma parcelle qui était en blé et finalement, j'ai du blé en haut et j'ai de l'orge en bas. Donc, je sélectionne ma parcelle telle qu'elle est. Je vais faire, donc dans outils parcelle, découper la parcelle. De la même façon, je crée le premier point à l'extérieur, je trace, je double-clique à l'extérieur. Donc là, la parcelle est séparée en deux. La partie haute, qui était pour moi le blé, fait 2,88 et la partie basse en bleu fait 4,22. Finalement, c'est pas ça parce que là, ça fait une pointe. Donc après, on prend les repères qu'on peut pour mesurer. On a des outils qui permettent de mesurer. On prend des repères par rapport aux arbres, etc. sur les photos. Donc, les points bleus sont les points qu'on pose et les points rouges sont des points intermédiaires qui peuvent permettre de modifier le tracé de la découpe. Et à chaque fois que vous faites évoluer un point, vous avez la mesure en bas avec les couleurs qui évoluent aussi. Donc, si je suis à 3, voilà. J'ai bien 3 hectares de blé et 4 hectares 10. Une fois que j'ai terminé mon dessin, je valide. Mes 3 hectares, j'ai dit que c'était du blé et les 4,10 de l'orge. Voilà. On déconseille en tout cas d'utiliser la création de parcelles depuis une ligne. Voilà. Le mieux est quand même de déclarer éventuellement tout l'îlot symbolique, enfin toute la parcelle symboliquement en une culture et de procéder à une découpe ensuite. Si jamais vous vous êtes trompé, qu'on n'a pas pris les bons repères ou qu'on n'a pas les bonnes le bon endroit pour la découpe, il vaut mieux fusionner. Pour fusionner deux parcelles, on clique sur la première, elle est marron, on presse le bouton contrôle sur son clavier d'ordinateur, on clique sur la deuxième parcelle, on relâche tout, les deux parcelles sont marron et on utilise la fusion de parcelles. Parce que finalement, ici, c'était du colza. Je modifie, OK. Si je puis me permettre d'intervenir, je sais Oui. pas si vous m'entendez. Oui. Ça peut peut-être être sympa aussi de montrer la création d'une parcelle enclavée, notamment pour les SNA, tas de fumier, etc. Oui, alors là, au bord de ma parcelle, j'ai un tas de fumier. Donc pareil, je sélectionne toujours ma parcelle. Elle est marron. Dans outils parcelle, toujours, puisque je travaille sur cette couche. Créer une parcelle enclavée. Donc ça, c'est quand la parcelle enclavée ne touche aucun bord. Donc on fait un premier clic, ça nous pose un point, un deuxième. On termine le dessin par un double clic. Donc là, j'ai pareil, une surface donc, qui est de 0,06. Finalement, j'en ai 0,10. Voilà, OK. Je valide le dessin. On sait que c'est un tas de fumier, donc SNE, surface temporairement non exploitée. pardon. Voilà. Je sais pas. On valide. Donc, du coup, OK. pour compléter, si je puis me permettre, souvent, quand vous créez une parcelle SNE enclavée parce que vous mettez un tas de fumier à cet endroit-là, vous devez aussi supprimer la SNE de l'année précédente. C'est-à-dire, cliquer, Claudia, tu vas pouvoir le montrer avec ta petite main et ton dessin, là, supprimer la précédente et cliquer sur chacun des points. Tu vois ce que je veux dire, Claudia? Alors, moi, pour supprimer, j'aurais fusionné l'ancienne SNE avec la… Ou alors?
Voilà. Moi, j'aurais fusionné les parcelles pour supprimer celles de l'année dernière. Autrement, comment on fait ça? Généralement, c'est des petites parcelles de Je 10 pense qu'il faut supprimer. Ouais, mais le mieux, Ouais. c'est la fusion. Parce qu'après, on commence à supprimer des points, à en laisser. Bon, le mieux, je trouve, c'est la fusion. Oui. OK. Les aspects réglementaires, que ce soit les DPB et tout ce qu'on a évoqué pendant 7h15 de visio, les adhérents retrouvent tout dans l'infopack, le petit livret qui a été distribué avec l'aurore paysanne, même à ceux qui n'étaient pas abonnés, le 3 avril dernier. Hein, voilà, vous avez un tableau récapitulatif, notamment pour choisir votre clause de DPB, le détail pour calculer vos SIE, savoir qu'est-ce qui est pris en compte ou ne l'est pas, quelles règles, le détail aussi pour les aides couplées végétales ou animales, quelle culture est éligible, faire attention au code, etc. La DDT a parlé. Pardon. Vas-y. Non, mais continue ton propos. La DDT a parlé donc de l'accueil qu'elle allait mettre en place au public. Du côté de la Fédé, je rappelle juste que même à distance, donc avec Sébastien, on fait bien sûr les dossiers PAC et vous avez deux possibilités. Soit vous envoyez un brouillon qu'on vous fournit complété après une inscription, on saisit votre dossier, on vous rappelle pour finaliser, poser des questions et vérifier avec vous. Ou alors, vous choisissez la visioconférence et ça se passe comme aujourd'hui. Vous voyez mon écran, on s'entend avec les micros, etc. Et on travaille en direct, sauf qu'au lieu d'être au bureau comme à l'habitude, on est à distance. Voilà. Et on assure toujours les questions-réponses au téléphone aussi, l'assistance téléphonique pour les adhérents. Voilà. Et voilà, le mieux par rapport aux dates aussi est de faire un maximum de dossiers avant le 15 mai. Alors déjà pour les aides animales d'une part, mais aussi pour garantir un paiement d'un acompte au 15 octobre. Voilà. Quoi vous dire, assurez bien aussi sur Télépac, pour ceux qui ont l'habitude de faire leur déclaration seuls, que votre déclaration soit bien signée. Une fois qu'elle est signée, vous avez la possibilité de faire une modification et ça jusqu'au 15 juin. N'hésitez pas non plus à utiliser les outils de simulation pour l'ICHN, le calcul de la diversité de culture et des 5% de SIE, puisque pareil, on a des outils qui vous permettent de vérifier. Télépac est très fiable, donc il n'y a pas de souci non plus. Mais on a connu des années où Télépac l'était moins, il acceptait des haies qui étaient sur des prairies permanentes et où du coup l'agriculteur pensait qu'il avait bien ses 5% et à l'instruction, il ne les avait plus. Hein, donc quand on n'a pas 5% de SIE, ce sont des aides PAC en moins sur la partie verdissement qui correspondent à peu près à 30% de vos aides PAC, ce paiement vert. Je vais me permettre de rebondir là-dessus en disant que si vous déclarez pas mal de l'IDR est pour avoir vos 5% SIE, faites bien attention que la totalité de votre haie soit sur votre parcelle et non comprise à moitié chez le voisin, à moitié chez vous. Parce que dans ces cas-là, ne comptera que la moitié de la haie en SIE pour vous. Il faut bien faire attention à ça au doublon, parce qu'on a déjà été confronté à ça. C'est compliqué. Monsieur Collin, vous pouvez me contredire si vous le souhaitez. Non, tout à fait. Mais c'est quand même pas une paille. Voilà. Alors, effectivement, pour avoir les 5% de SIE, c'est beaucoup plus sécurisant d'avoir de la SIE quand c'est possible sur FASIC, c'est-à-dire jachère, interculture, que de la SIE linéaire, pour les raisons que je viens de vous donner. C'est-à-dire, si on fait de la SIE linéaire, c'est-à-dire haie, ou même ponctuelle, comme de l'arbre, etc., bien vérifier que la totalité de la haie est bien sur la parcelle terres arables. Il y avait quelqu'un qui posait une question. Il demandait comment on faisait pour supprimer un îlot, enfin des parcelles qui n'exploitaient plus. Alors, donc, en fait, il suffit de supprimer l'îlot. Pourquoi ça occupe... Alors, qu'est-ce qu'on a
Et ben, on a par exemple le 13. Voilà, le 13. Donc, si c'est un îlot que j'exploitais jusqu'à maintenant, souvent on récupère l'historique de sa parcelle. Donc, quand il n'a pas été complété, il est à compléter. Donc, on va sur la couche îlot. On a dit que c'était l'îlot 13. Outil îlot. Et on fait supprimer l'îlot. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Oui. Et l'îlot doit disparaître de votre dossier. Voilà. L'îlot n'est plus dans votre dossier. Il ne fait plus partie de la liste de vos îlots. Voilà. Donc, tout simplement. Ensuite, il y avait une autre question. Quelqu'un disait qu'il avait un fossé, mais non classé en BCAE1, Oui. mais qui est classé en ZNT. Donc, il voulait savoir comment déclarer les parcelles à côté du fossé en question. Donc, pas de bande enherbée obligatoire. Pour moi, on n'inscrit pas de bande tampon, puisque la bande tampon est rattachée à la carte BCAE. Par contre, si j'ai une zone de non-traitement qui s'applique, en fonction de ce qu'il y a réellement au sol, je déclare en conséquence. Donc là, on revient à j'ai semé ma culture jusqu'au bord du fossé, je déclare en la culture et dans mon cahier d'enregistrement, je précise bien que sur ma parcelle de 10 hectares où j'ai un fossé ZNT, je ne traite que sur 9. Je fais ça pour aller vite, puisque j'ai 1 hectare de zone de non-traitement. Ou alors, j'ai effectivement pris ma distance de 3 ou 5 ou 10 mètres par rapport à ce fossé ZNT. Et là, je déclare soit en bordure si je suis dans les clous de la bordure ou en jachère, à condition de respecter les règles de jachère. Implanté avant le 1er mars doit rester en place jusqu'au 31 août et broyage et fauchage interdit du 22 mai au 30 juin. Donc, ça dépend de ce qu'il y a par terre, en fait. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, ça dépend de la prescription du produit. Oui. La réalité, voilà. Est-ce que ça répond à votre question, à la personne qui avait posé la question? Alors, les micros sont ouverts en majorité, hein, donc si vous avez des questions, on arrive au bout de notre présentation. Après, voilà, on est à votre disposition. On va vérifier. Moi, j'ai noté qu'il fallait qu'on vérifie la liste des problèmes phyto qui étaient recensés pour la BCAE 6. Voilà, savoir si l'ambroisie en faisait partie notamment. On vous enverra le lien pour accéder aux questions-réponses du ministère concernant les zones de non-traitement. Puis voilà. En ce qui concerne la zone de non-traitement, les lieux de travail ne sont pas compris, me semble. Sébastien, est-ce que tu sais mieux? C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu appelles lieu de travail, Claude? Une usine? Ça peut être la limite de la clôture d'une entreprise. Et puis, ça peut être aussi, je le vois dans certains secteurs, il y a quelques bâtiments restaurés, type un moulin, un vieux château, mais qui sont pas habités. Donc, c'est des lieux où il y a des bâtiments, mais… Bon, ben, là, il y a deux, si je puis me permettre, il y a deux questions différentes. Il y a deux questions différentes dans le sens où ton moulin ou ton vieux château pourrait tomber sous la même, la même dénomination, si tu veux, qu'un gîte ou une chose comme ça. Sauf que là, en l'occurrence, comme tu me l'expliques, ça ne l'est pas. Bon. Concernant, par contre, ce qui est usine, et j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, et je m'en excuse, le collège, etc., c'est exactement comme une maison d'habitation. Ah, moi, j'avais l'info inverse. Ben, le collège, si, puisqu'il est fréquenté une majeure partie de l'année. Je vérifierai et on me fera une information. Mais on est sur l'arrêté, quoi qu'il arrive, personne vulnérable. Hein, maison de retraite, hôpitaux, garderie, école. Tout à fait. Tout à fait.
Moi, j'étais plutôt sur par exemple, Et école également, Claudia. C'est pour ça que je dis ça. Ouais, non, mais on va faire abstraction de tout ce qui est école, maison de retraite, etc., ce genre de collectivité. Après, la question est celle plutôt des entreprises. Je ne sais pas, par exemple, un mécanicien qui longe une parcelle, enfin, vous voyez, n'importe quelle PME, par exemple. Atelier. On répondra. Donc, on regarde dans le question-réponse du Pourtant, ministère. Je les Là, ai pour l'instant, épluchés, mais là. Alors, moi, j'avais deux choses. Après, si vous avez des questions, il faut nous les transmettre et nous, on les transmettra au SRAL, Aussi. qui est l'organisme qui est chargé de ces vérifications. Par rapport autour des bâtiments d'exploitation qui sont éloignés et autour des bâtiments d'exploitation qui sont proches de l'habitation de l'exploitation, est-ce qu'il faut laisser une zone aussi non traitée? On n'entend pas très bien. Non, on ne comprend pas. Non. Au niveau des bâtiments d'exploitation qui sont éloignés des autres, qui sont dans un coin de champ ou éloignés, il n'y en a qu'un seul, est-ce qu'il faut laisser autour aussi une zone non traitée? Non, c'est par rapport aux particuliers, hein. C'est par rapport aux riverains. Vous n'êtes pas riverain, c'est votre outil de travail. Oui, d'accord. Après, c'est pour votre confort à vous. C'est sûr que si ce bâtiment-là est utilisé, ne serait-ce que pour faire de la conserverie ou je ne sais pas quelle activité, par exemple d'horticulture, où vous avez du personnel, etc. en dessous, bon, bah, forcément, vous allez peut-être prendre des distances. Après, réglementairement, ça reste un bâtiment d'exploitation et vous pouvez être au ras avec les produits phyto, quoi. D'accord. Il ne faut pas que ce soit un lieu de vente non plus. Ouais. Non, c'est un lieu de stockage. C'est ce que j'allais dire. Alors, plus que le réglementaire, il s'en va aussi de la santé. Du bon sens. De la liaison avec le consommateur. Ouais. Pour essayer de garder le consommateur. Quoi. Et puis, c'est pareil. Hein. Cette charte, certes, est réglementaire. Et je dirais que suite aux réunions qu'on a faites avec notamment les agriculteurs, veillons. Les échanges avec les riverains sont, si c'est possible, parce qu'effectivement, ça ne l'est pas toujours, mais peut-être quand même une force pour éviter tout problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va mettre un terme à cette réunion en visio. Bon, mais écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Merci Monsieur Collin. Merci aux participants. Et puis, on reste à votre disposition, hein, l'administration et le syndicat. Et voilà. Oui, c'est Philippe Demiot, là. Je voulais rajouter un petit mot concernant les ZMT. Là, donc, c'est mon propos sera plus syndical, mais c'est toujours le moment de faire un peu de syndicalisme. Concernant la charte, je voulais vous attirer votre attention sur le fait qu'elle est en ligne sur le site de la Chambre d'agriculture. Et donc, quand vous aurez fini votre dossier PAC ou pendant votre dossier PAC, si vous voulez changer d'air, allez mettre un commentaire si vous en avez à mettre et allez sur le site et ça peut nous aider pour la faire passer, pour aider dans les échanges pour cette fameuse charte. Voilà. Merci et puis bonne déclaration. Bonne déclaration PAC et puis merci à tous, merci Monsieur Collin et puis à bientôt quand on sera déconfiné. Voilà.